Bonjour à tous, mercredi 14 décembre 2022, bienvenue dans ce journal, voici les titres. La coopération sénégalo-américaine magnifiée par Anthony Blinken, reçue par le chef de l'État, le secrétaire d'État américain a aussi salué le leadership du président Macky Sall à la tête de l'Union africaine. Également dans l'actualité, ce chiffre, près de 16 milliards de francs CFA, c'est la somme mobilisée pour le projet Soukabe Django 2 à Sédhiou et à Kolda. Son objectif, assurer l'alimentation des élèves et leur maintien à l'école. Et puis, Coupe du Monde Qatar 2022, l'Argentine de Lionel Messi décroche son ticket pour la finale. L'Albi Céleste qui s'est imposé 3-0 face à la Croatie affrontera le vainqueur du match France-Maroc prévu ce mercredi à 19h chez MT. Le Sénégal est un partenaire de qualité. Ce sont les mots du secrétaire d'État américain dans un entretien bilatéral. Anthony Blinken a par ailleurs salué le leadership du président Macky Sall à la tête de l'Union africaine. Pour sa part, le chef de l'État a magnifié la coopération entre le Sénégal et les États-Unis en insistant sur des domaines d'intérêt commun pour le Sénégal et pour l'Afrique. À Washington, nous retrouvons nos envoyés spéciaux Mamadou Belem au Marning. Ces rencontres avec le président Macky Sall se font toujours dans une ambiance cordiale. Celle-ci a la particularité de se tenir dans le contexte du sommet États-Unis-Afrique. C'est un véritable plaisir que d'accueillir un ami proche, un grand ami des États-Unis, le président du Sénégal, Macky Sall. Merci de m'avoir accueilli à Dakar en novembre dernier. C'est un plaisir d'être en mesure de vous rendre l'invitation. Et le Sénégal travaille de manière très étroite avec nous pour assurer la réussite de ce sommet. Nous vous en remercions. Et je souhaite vous féliciter pour le leadership du Sénégal et le leadership de l'Union africaine. Président, l'année a été difficile. Vous avez bien géré la question du Covid, de l'insécurité alimentaire. Tout cela a été très important. Et nous avons vu d'importantes contributions pour essayer de sortir de ces défis bien difficiles. Le Sénégal est un partenaire fort dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la prospérité, dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Et merci encore une fois, Monsieur le Président, de continuer cette conversation avec nous et de poursuivre ce partenariat avec nous. Le président Macky Sall s'est félicité de l'entretien qui a offert l'occasion de fixer les repères d'une amitié fraternelle entre le Sénégal et les États-Unis. Je voudrais magnifier, comme vous l'avez indiqué, la coopération bilatérale entre nos deux pays, qui est une coopération exceptionnelle sur tous les plans, et saluer aussi le leadership des États-Unis sur les grandes questions du monde, la paix et la sécurité, le rôle des USA sur la lutte contre la pandémie et les défis nouveaux qui sont devant nous. Mais nous sommes venus aussi bâtir un nouveau départ avec les États-Unis sur la question de la sécurité alimentaire, food security pour l'Afrique. Suite à la pandémie et à la guerre en Ukraine, nous avons vu combien l'Afrique était vulnérable. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est d'avoir accès au marché des céréales, au marché des fertilisants. Je suis sûr que les États-Unis pourront aider dans cet accès au marché et à des conditions de prix qui soient les conditions du marché. Et je pense que cela va aider le continent, mais au-delà de l'accès aux graines et aux graines et aux engrais, il nous faut aussi bâtir une nouvelle agriculture africaine résiliente, basée sur la maîtrise de la technologie, de l'irrigation, des investissements. Et je pense que sur tout cela, nous avons prévu d'échanger avec la partie américaine. Je vois déjà que le projet de déclaration pour ce sommet est très encourageant pour les perspectives à venir. Nous soutenons cela. Et nous saluons aussi la position historique du président Biden. Je pense qu'il va nous le confirmer sur l'accès de l'Union africaine au G20. Je pense que cela est une attente du continent et cela va permettre vraiment d'asseoir une collaboration avec l'Afrique de façon plus dynamique. Lors de ces échanges, le deuxième compact du Millennium Challenge Corporation a été abordé.
Le chef de l'État va dans la foulée l'approfondir avec celle qui s'en occupe directement. Alice Albright, directrice générale du MCC, très honorée de cet entretien durant lequel elle s'est félicitée de l'état d'avancement du second compact dédié à l'électricité. Une autre preuve du dynamisme de la coopération entre le Sénégal et les États-Unis. Le président Macky Sall a salué la qualité de ce partenariat que les deux pays vont intensifier au bénéfice des deux peuples du Sénégal et des États-Unis. Reçu par le président Macky Sall à Washington, le président directeur général de Cosmos Energy annonce la production prochaine de gaz domestique afin de réduire le coût de l'électricité dans le cadre du projet Yakar Teranga. Des progrès sont également notés dans la phase 2 du GTA. On écoute à ce propos Andy Inglis au micro de nos envoyés spéciaux. Nous venons d'avoir une réunion très productive avec son Excellence Monsieur le Président de la République, réunion durant laquelle nous avons parlé des progrès sur le projet GTA phase 1. Nous avons également évoqué la phase 2 de GTA ainsi que le projet Yakar Teranga. Bientôt, dans pas très longtemps, d'ici la fin de l'année, nous pourrons rentrer en production sur GTA. Concernant Yakar Teranga, nous avons parlé des meilleures voies pour pouvoir accéder à du gaz domestique, pour pouvoir approvisionner les industries sénégalaises et remplacer l'utilisation du pétrole brut par du gaz produit localement au Sénégal, de manière à réduire les coûts de l'électricité notamment. Merci. Retour chez nous pour parler d'une autre coopération, cette fois entre le Sénégal et la France. Les deux pays s'engagent à poursuivre et à renforcer leur partenariat. Il sera plus axé sur le développement des collectivités territoriales. 11 départements ont été déjà accompagnés pour 88 projets. Salut Sec. C'est un acte symbolique qui devrait avoir un impact positif sur les collectivités territoriales en signant ce nouvel arrangement administratif relatif à la coopération décentralisée franco-sénégalaise. Les deux pays comptent poursuivre cette collaboration fructueuse. C'est 88 projets qui ont été financés au niveau du Sénégal. Donc c'est plus de 31 communes, sans compter des départements. 11 départements également du Sénégal ont été accompagnés et financés. Mais notre ambition, c'est d'aller au-delà cette année, d'élargir le champ, d'aller vers de nouvelles régions qui n'étaient pas accompagnées dans ce dispositif conjoint. Mais cette année, la nouveauté, c'est la formation dans la rédaction et la mise en œuvre de ces projets. Plusieurs ateliers seront organisés à l'intérieur du pays pour que les collectivités territoriales puissent donc s'accaparer de ces projets et avoir également leur pendant en France. Nos deux pays sont extrêmement proches et ont un très fort potentiel en matière de coopération décentralisée. Nous ne sommes pas encore, je dirais, au maximum de tout ce que nous pourrions faire entre collectivités territoriales du Sénégal et de France. Il est donc très important que nous recherchions ensemble les voies et les moyens de renforcer à travers ce dispositif conjoint et à côté de ce dispositif également si besoin. Donc comment renforcer notre coopération décentralisée? L'objectif est de rendre la coopération décentralisée accessible à toutes les collectivités sénégalaises car ces partenariats sont des facilitateurs pour le développement local. On est très content en tant que représentant des élus de voir que nos gouvernants, nos États centraux ne nous laissent pas en rade. Donc je me réjouis d'être présent ici et que nous restons à leur disposition des efforts conséquents qu'ils sont en train de faire pour la décentralisation. Et nous leur demandons toujours d'en faire plus pour le bien-être des populations. Pour une bonne mise en œuvre du dispositif, l'accent sera désormais mis sur la communication. La communication auprès des collectivités territoriales au Sénégal et en France, parce qu'en d'autres termes, la demande, elle existe. Il y a eu quelques points de blocage parce qu'il faut nécessairement avoir également des collectivités vers la France et une autre au Sénégal qui travaillent ensemble sans pour autant revenir sur ce qu'on appelait avant les anciens jumelages entre territoires. Lors de ce comité de pilotage du dispositif conjoint d'appui à la coopération décentralisée franco-sénégalaise, des décisions importantes ont été prises.
Il s'agit désormais d'accompagner les collectivités territoriales dans la rédaction, le suivi et la réalisation des projets. Vers l'intensification et la modernisation de l'élevage sénégalais, des progrès sont notés dans la production de lait et de viande, mais il reste encore beaucoup à faire, notamment pour couvrir la demande nationale. Notre pays importe près de 43 milliards par an pour sa consommation. Ainsi, l'État et les acteurs de la filière travaillent à relever le défi de la souveraineté pour ce secteur. Salut sec. La modernisation de l'élevage au centre des objectifs du ministère de tutelle. Devant les professionnels de l'élevage, les autorités en charge du secteur comptent bien passer à la vitesse supérieure. Si nous interrogeons un peu, en tout cas les statistiques durant ces dernières années, des progrès importants ont été faits, aussi bien sur la production de viande, de lait, d'œufs de consommation. Mais pour autant, il reste encore, en tout cas, des défis à relever en termes de couverture totale de la demande par notre production nationale. L'augmentation de la productivité de l'élevage permet au Sénégal de faire face aux crises internationales comme la Covid-19 ou encore la guerre en Ukraine. Deux événements qui ont porté atteinte au système d'approvisionnement des marchés et qui rappellent la nécessité d'asseoir sa souveraineté alimentaire. En parlant de souveraineté alimentaire, l'élevage y contribue pour une grande part. Parce que si nous prenons l'agriculture au sens large, la contribution de l'élevage est estimée presque à hauteur de presque 28%. Travailler pour sa modernisation, c'est travailler à améliorer en tout cas tout ce qui est production animale de façon générale. Pour faire de sorte que nous ne puissions plus dépendre un peu de l'extérieur pour avoir les produits d'origine animale dont nous avons besoin. Pour moderniser et intensifier les systèmes d'élevage, la culture fourragère, l'amélioration du cheptel et le financement sont identifiés comme des piliers essentiels. Les acteurs invitent aussi les autorités à gérer les conflits qui opposent souvent agriculteurs et éleveurs. C'est important quand même que les éleveurs réfléchissent ensemble, mais donner leur point de vue. Après, on les met dans le document. Et aussi, le président de la République, aussi, nous comptons sur lui. Parce que peut-être il va proposer, il va nous donner assurance quand même qu'il y aura des réflexions pour régler les problèmes entre les éleveurs et les agriculteurs. Cette rencontre préparatoire à la journée de l'élevage est une occasion pour les acteurs de faire des propositions qui permettront d'avoir de meilleurs rendements dans ce secteur porteur de croissance. Reportage signé Abdouad. Je vous le disais dans les titres, lancement par Contrepart International de Soukabe Django 2. C'est un programme intégré d'alimentation scolaire et de nutrition pour aider à maintenir les élèves à l'école. Après une première phase à Saint-Louis, cette initiative cible à présent 285 établissements dans les régions de Sédhiou et de Kolda, Massambachan. Assurer la sécurité alimentaire afin d'améliorer l'apprentissage scolaire pour une éducation de qualité au Sénégal, c'est l'ambition affichée par Contrepart International à travers son programme intégré d'alimentation scolaire et de nutrition dénommé Soukabe Django 2, Enfants de demain. Soukabe Django 2 est un programme de cantine scolaire d'une durée de 5 ans, financé à hauteur de 16 milliards de francs CFA, destiné à 285 écoles primaires et maternelles dans la région de Sédhiou et de Kolda. Les cantines scolaires constituent un important levier de développement du capital humain au regard de ses multiples impacts à la fois sanitaires, éducatifs, économiques et sociaux. Un enfant y bénéficie régulièrement de repas sains et équilibrés à l'école, a plus de chances de réussir son cursus scolaire. Le projet Soukabe Django 2 fournit une nutrition saine aux élèves. Il vise également à garantir aux populations un avenir prospère et dynamique. On a livré et on a préparé 380 000 tonnes de vivres qui ont été préparés et fournis. Et en plus, il y avait 780 tonnes de mil et niébé qui étaient achetées localement, transformées localement et qui étaient servis dans les repas scolaires. Ça fait 346 millions de francs CFA qui étaient injectés dans l'économie locale. La cérémonie de lancement a été une occasion d'évaluer la phase 1 du projet
avec un impact positif dans la région de Saint-Louis. On a construit des salles de classe, les latrines, l'adduction d'eau. On a travaillé avec les enseignants. On a fait les activités pour promouvoir les bonnes pratiques en santé, nutrition et WASH. C'est le lieu de magnifier la décision de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, toujours soucieux du sort des couches vulnérables et de l'équité dans toutes ses dimensions, d'augmenter les ressources dédiées à l'alimentation scolaire et de mettre en place un programme national de repas scolaires. L'objectif à terme est d'assurer au moins un repas chaud de qualité à tous les apprenants de l'école, y compris les daras, en commençant par les plus vulnérables, nécessite beaucoup de ressources et requiert la mobilisation de toutes les forces vives de la nation. Le ministre de l'Éducation nationale et ses partenaires ont magnifié les relations diplomatiques entre le Sénégal et les États-Unis dans le domaine de l'éducation. Cheikh Oumar Anne a invité les populations à accompagner le projet pour la construction d'un capital humain de qualité. C'est un nouveau record pour l'Argentin Lionel Messi. Il a inscrit, vous avez vu, un but et délivré une passe décisive en demi-finale de Coupe du Monde hier face à la Croatie. C'est le premier joueur qui a réalisé pareille performance dans 4 matchs de Coupe du Monde depuis 1966. Je vous propose de l'écouter. Beaucoup de joie et de satisfaction. Nous avons eu le soutien de notre peuple, du public, mais également de nos familles ici présentes. Le mondial n'est pas un tournoi facile, mais nous avons cru en nos possibilités et capacités pour réaliser nos objectifs. C'est une étape supplémentaire que nous venons de franchir, mais il reste l'étape ultime. Nous nous préparons donc à cette marche finale qui reste la coupe pour offrir au peuple argentin ce trophée tant convoité. Cela ne sera pas une partie facile, nous le savons, mais l'Argentine reste l'Argentine. Nous savons le poids des responsabilités et des attentes qui pèsent sur nous. Mais croyez-le bien, nous ne ménagerons aucun effort pour parvenir à cet objectif final. La deuxième demi-finale de cette Coupe du Monde est prévue aujourd'hui à 19h GMT. C'est à l'équipe de France de mettre en difficulté l'équipe du Maroc. C'est la conviction de Didier Deschamps qui reconnaît aussi la solidité défensive de son adversaire. Même son dos cloche, c'est chez Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, que je vous propose d'écouter avec Didier Deschamps hier en conférence de presse. Une dernière séance d'entraînement dans la sérénité. Les Bleus sont concentrés sur leur sujet pour rendre une bonne copie. Ils se veulent tout de même prudents. Le Maroc est un adversaire qu'ils prennent très au sérieux. Il n'y a pas de hasard à ce niveau. Lorsqu'une équipe est capable de battre la Belgique, d'éliminer l'Espagne, le Portugal, de finir première de son groupe, c'est qu'il y a beaucoup de qualité sur le terrain et certainement en dehors, en termes de cohésion, en termes d'esprit, d'équipe. Et ça sera un adversaire redoutable. En plus de ça, il faut ajouter certainement le climat hostile qui va régner dans le stade. Mais on se prépare à tout, tranquillement, sereinement, en analysant bien notre adversaire. Et il faudra être prêt une nouvelle fois à élever notre niveau, à répondre à la demande d'une demi-finale de Coupe du Monde. J'aime pas le terme hostile, parce que ça met tout de suite un aspect négatif. Ils ont une ferveur populaire qui est très importante, tant mieux pour eux. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait beaucoup de bruit. J'ai pu l'entendre, mes observateurs me l'ont dit, me l'ont répété. Mes joueurs sont prévenus. Ça fait partie du contexte, c'est pas ça qui fait marquer des buts ou qui fait en prendre, mais le savoir avant, c'est toujours mieux, mais tant mieux pour eux, et c'est pas, ils l'ont eu jusqu'à maintenant, et c'est pas là demain en demi-finale face à nous que ça va être inférieur, bien évidemment. Donc préparer un match, c'est aussi se préparer à ce qu'il y aura sur le terrain, mais il y a un environnement et mes joueurs savent à quoi s'attendre. La solidité du bloc marocain est une équation à résoudre. Jusque-là, aucune équipe n'a marqué de but
aux Lions de l'Atlas. Deschamps et Hugo Lloris ont quelques pistes pour faire sauter le verrou. C'est l'équipe qui a le mieux défendu, avec une organisation, une très bonne organisation, rationnelle, où ils se trouvent bien et qui leur a permis, avec évidemment des joueurs de qualité sur le plan offensif, de bien défendre et puis de faire mal à tous les adversaires. Donc j'ai vu ça, j'ai regardé tout ça et puis mes observateurs qui ont vu tous les matchs du Maroc, forcément il y a des éléments à prendre en compte et ça sera notre objectif de leur créer des difficultés et quand se créent des occasions et de pouvoir marquer. Je crois déjà dans la préparation et dans l'approche, il faut garder cette sérénité que nous avons depuis le début du tournoi. Ensuite, il n'y a pas de secret. C'est ce qu'on va amener dans la performance. Le fait de travailler ensemble, d'être fort dans les moments importants du match. Et puis surtout, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. L'équipe de France ambitionne de continuer l'aventure au Qatar. De l'avis de Didier Deschamps, il n'y a pas de recette miracle. La qualité de l'effectif, l'état d'esprit et la force collective arrivent souvent à faire la différence dans le haut niveau. Réécrire l'histoire, gagner, aller en finale et porter l'Afrique sur le toit du monde, c'est le défi que Walid Regragui veut relever aujourd'hui face à l'équipe de France. Il l'a réaffirmé ce mardi en conférence de presse de veille de match. En début de soirée hier, les Lions de l'Atlas ont aussi effectué leur séance d'entraînement. Reportage Ibrahim Mboup. Des Lions de l'Atlas bien en jambes et motivés plus que jamais. Auront-ils encore de l'énergie et des forces pour terrasser l'équipe de France? Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, ne laisse aucune place au doute. Quand tu arrives en demi-finale de Coupe du Monde, si tu n'as pas faim à ce moment-là, c'est faire une demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas donné à tout le monde. Il y a la meilleure équipe de la compétition qui est déjà sortie, c'est le Brésil. Et ils vont pas avoir la demi-finale, donc voilà. Et ils le savent. On est une équipe ambitieuse, on a faim. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Je pense que ça peut, avec l'état d'esprit. On est confiant, on a envie de réécrire l'histoire, on a envie de mettre l'Afrique sur le toit du monde. Et ça, c'est une des valeurs qui va être importante pour demain, parce qu'il faudra être fort pour nous sortir de la compétition, même si je sais que tous les pronostics sont contre nous. Mais nous, on a confiance. Alors peut-être qu'on est fou, mais c'est bien d'être fou. Mais nous, on a confiance, je le répète. Et on n'est pas fatigué, je le répète aussi. Face aux champions du monde, les Marocains veulent entrer un peu plus dans l'histoire. Regragui pense que cette demi-finale est une belle occasion pour marquer les esprits à jamais. Il ne veut surtout pas avoir de regrets. Et le message que je veux envoyer aujourd'hui, justement, c'est... parce que je vois depuis 2-3 jours, on a envie d'être satisfait et de dire quoi qu'il arrive, on aura réussi notre mondial. Et je veux changer ça. Alors vous allez me prendre pour un fou, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on pense. On veut aller en finale, on veut gagner la Coupe du Monde. Et c'est pas des paroles en l'air. On n'est pas là pour être content juste d'avoir mis l'Afrique en demi-finale de la Coupe du Monde. Il faut qu'on aille plus loin. Peut-être qu'on n'aura plus cette occasion. Donc pour ça, les joueurs, ils sont prêts à tout. Le staff est prêt à tout pour créer la surprise demain, comme on l'a fait contre la Belgique, la Croatie, l'Espagne, le Portugal. Alors on tombe sur la meilleure équipe du monde, mais peu importe. Aujourd'hui, on est vraiment concentré et on a une énergie qui va être extraordinaire, qui va nous pousser demain pour rééquilibrer un peu les débats. C'est comme un match de coupe. Voilà, quand il y a l'envie, quand il y a la ferveur, quand il y a le public, je pense qu'on est capable. Le Maroc ne misera pas forcément sur la possession et compte jouer avec ses armes. Il n'y aura pas non plus de plan anti-Kylian Mbappé. S'il y a un joueur qui le connaît mieux que moi, c'est Achraf. Il s'entraîne tous les jours avec lui. Donc s'il a une idée précise du joueur qui est Kylian, c'est lui qui le sait. Donc non, on va pas mettre en place plus de dispositifs tactiques ou quoi que ce soit par rapport à Kylian. Parce que malheureusement pour nous, il n'y a pas que Kylian.
Quand on voit Griezmann, la qualité du joueur que c'est, entre les lignes, quand on voit Ousmane, qui est pour moi le complément parfait de Kylian, voilà, le danger, il vient à gauche, il vient à droite, donc si on reste que focus sur Kylian, on fera une erreur. On va jouer collectivement. Achraf, c'est un des top players au monde aussi à son poste, donc voilà, ça va être un beau duel entre les deux. Ces deux champions, je pense qu'ils vont pas se faire de cadeaux. Donc voilà, c'est que nous, on ne se focalise pas que sur Kylian, on se focalise surtout sur l'équipe de France. Pour ce qui est des blessés, Walid Regragui souhaite attendre la dernière minute pour prendre des décisions. Personne n'est forfait selon lui. Il dit faire confiance à son staff médical et promet de mettre la meilleure équipe possible face à la France. Et c'est tout un royaume et au-delà, le continent qui reste mobilisé derrière les lions de l'Atlas. Au Maroc, les populations ne cachent pas leur optimisme. Voici quelques Marocains accrochés dans les rues de Marrakech par Lamine Touré, en séjour présentement dans le royaume chérifien. Oui, je suis très confiant. Le Maroc va gagner 2-1. 2-1. Monsieur Ziyech et Monsieur Nasseri. Et donc la France, je crois, c'est M. Giroud qui va marquer le but. Je suis très content de performance surtout. Ce sont des jeunes joueurs, ce sont des très grands talents. J'ai confiance à notre équipe nationale, j'ai confiance à notre coach Walid Regragui. Ce sont des éléments qui jouent très bien, techniquement, émotionnellement, physiquement. Ils sont des jeunes, ce sont des joueurs qui sont bien éduqués, qui sont bien responsables et qui savent très bien qu'ils ont une lourde responsabilité de représenter leur pays. Ça, c'est primo. Demain, Inch'Allah, on sera les vainqueurs 2-1. C'est vraiment une performance inégalée, premier pays africain qui atteint les demi-finalistes. Donc c'est une continuité, l'histoire de l'équipe marocaine a une histoire vraiment très riche. D'accord. Vous êtes confiant pour la demi-finale contre la France? Oui, très confiant. J'espère qu'ils vont avoir un résultat positif. On sait que le Maroc, c'est la meilleure équipe en défense, donc on a nos chances. 1-0 au calme. Et pour revenir sur cette rencontre à suivre, nous avons en direct de Doha notre envoyé spécial Ibrahima Mboup. Ibrahima, bonjour. Donc l'affiche choc de ce jour, c'est France-Maroc. La France, on le sait tous, est championne du monde. Et le Maroc également, la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. Bonsoir Mariama, bonjour à Dakar. La France, c'est la championne du monde. C'est une équipe qui a un réel potentiel. 7e demi-finale de Coupe du Monde, comme Fatoumata Savané l'a rappelé dans son papier. Pour le Maroc, c'est un jour historique. Pour l'Afrique aussi, jour historique. Pour la première fois dans une demi-finale de Coupe du Monde, on verra une équipe africaine. Je pense que le challenge est très important pour l'équipe du Maroc. C'est un défi à relever pour Walid Regragui et ses hommes. S'ils arrivent à se hisser en finale de Coupe du Monde, ça sera une très belle histoire. Ça sera un conte de fées. Et comme l'a dit Walid Regragui, le Maroc n'est pas fatigué. Le Maroc a faim. On ne peut pas être fatigué dans une demi-finale de Coupe du Monde. A rappelé hier Walid Regragui, il a raison. C'est un match qui vaut tous les sacrifices et on pense que le Maroc sera au rendez-vous ce soir face à l'équipe de France au stade Al Bayt. Le principal souci, c'est les blessés du côté marocain. Hier, Sofiane Amrabat et Romain Saïs, heureusement, étaient de la partie pour la séance de veille de match. Aguerd, lui, sera forfait. Du côté de l'équipe de France, il y aura aussi quelques incertitudes par rapport à Adrien Rabiot et Dayo Upamecano. Ils ont pris un coup de froid. Ils sont un peu victimes de la climatisation à outrance ici au Qatar. Une climatisation dans les terrains d'entraînement, dans les hôtels, dans les terrains de compétition. Mal de gorge, rhume, tout cela a fait que Dayo Upamecano et Adrien Rabiot pourraient manquer cette demi-finale. Mais c'est une info qu'on met au conditionnel. Et en cas de forfait de ces deux joueurs, Didier Deschamps va certainement mettre Ibrahima Konaté en défense et Fofana au milieu de terrain.
Ibrahima, le Maroc, on peut le dire, un atout de plus. Cette Coupe du Monde se joue dans un pays arabe. On imagine tout naturellement que tout le monde arabe, en plus des supporters marocains et africains, seront aujourd'hui derrière les Lions de l'Atlas. Oui, ça c'est sûr et certain. Au Qatar déjà, les supporters locaux sont à fond derrière l'équipe du Maroc. Les pays du Golfe en général, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit le Bahreïn, et tous ces pays-là vont être à fond derrière l'équipe du Maroc. Le Maroc qui a une très forte colonie, une très forte communauté ici au Qatar. On parle de près de 15 000 Marocains qui vivent au Qatar. Et il y a aussi ce pont aérien avec tous ces vols qui viendront du Maroc, qui viendront de Casablanca. 30 vols prévus sur Doha entre avant-hier et aujourd'hui. Et hier, la Fédération royale marocaine de football a distribué près de 11 000 billets d'entrée au stade Al Janoub au profit des supporters marocains. On attend près de 20 000 Marocains pour ce match face à l'équipe de France. C'est sûr, dans les gradins, ce sont les Marocains qui seront beaucoup plus nombreux que les Français. Et hier, en conférence de presse, Didier Deschamps en a parlé, de même que Hugo Lloris. Ils savent que s'entendre dans ce genre de match peut être très difficile. Les consignes peuvent être difficiles à donner aux joueurs parce qu'il y aura beaucoup de bruit dans les gradins. Et ce 12e homme-là va pousser le Maroc. Ce 12e homme va porter les Lions de l'Atlas pour qu'ils aillent chercher cette qualif en finale de Coupe du Monde. Merci beaucoup Ibrahima Mboup pour toutes ces précisions. Ibrahima Mboup en compagnie de Pape Laye Faye et Ousmane Cissé, nos envoyés spéciaux au Qatar. Et nous reparlons du match d'hier qui a opposé l'Argentine à la Croatie. Lionel Messi joue, vous le savez, son dernier mondial. Ils sont nombreux, les supporters argentés, à prier pour lui et la victoire de l'Argentine en finale. Les supporters de l'Albi Céleste ont beaucoup célébré la qualification de leur équipe. Ibrahima Mboup a assisté à la célébration. Voici son reportage. Un énième gris-gris de Messi, un récital de haute facture comme il sait bien le faire. Et le tour est joué. L'Argentine en finale de Coupe du Monde. Une qualification fêtée par les joueurs de l'Albi Céleste plusieurs minutes après le coup de sifflet final. Que dire des supporters? Eh bien, ils sont tout contents. À l'extérieur du stade Loussaïl, ils ont célébré la victoire dans la joie. J'ai du mal à expliquer le sentiment de joie qui m'anime. C'est un rêve qui se réalise. C'est la 3e fois que je regarde le match de l'Argentine dans cette Coupe du Monde. Elle est en finale. Je pense qu'elle va gagner la Coupe du Monde. Je suis très excité. Je viens de la Palestine. Le match était facile. L'Argentine battra la France en finale et Messi sera champion du monde. Argentina gonna beat France and Messi gonna win the World Cup. L'Argentine gagne en marquant 3 buts. Je pense que c'est le meilleur match de l'équipe dans cette Coupe du Monde. La finale, ce sera Argentine-France et l'Argentine va gagner parce que j'aime Messi. Les supporters argentins de souche sont plus excités. Chants, danses, effigies à la gloire de Léo Messi, la grande star de l'Albi Céleste, héros d'un soir de Coupe du Monde. De Léo Messi, je pense que c'est le meilleur. Il n'y a pas de compétition, c'est seulement lui. I'm very happy, especially for Lionel Messi. Je suis très content pour Lionel Messi. C'est un très bon footballeur, mais aussi une bonne personne. Je souhaite qu'il brandisse le trophée à la fin de sa carrière. The World Cup I like for Messi. I like see Messi with finally your career with the winner. My second World Cup watching the final. Ce sera la 2e finale de Coupe du Monde à laquelle je vais assister. J'étais au Brésil en 2014. Cette fois-ci, je souhaite que Messi remporte le trophée. This time we want Messi to win. Je ne suivrai plus le football quand Messi prendra sa retraite, c'est clair. Les supporters argentins ne se fatiguent quasiment pas. Au concert des fans organisé après chaque match, ils sont très en vue. Aux abords du stade Loussaïl, la musique à fond, l'ambiance à son paroxysme.
Vers 3 h du matin local, les supporters de l'Albi Céleste étaient toujours sur pied. Ils comptent revenir au stade Loussaïl dans 4 jours pour la finale. Tambour battant. Retour chez nous, direction Kaffrine. La région va accueillir du 21 au 28 janvier prochain la 11e édition du Festival national des arts et cultures FESNAC, Femmes, Éducation culturelle et Développement socio-économique est le thème retenu pour ce fort moment d'échange et de brassage culturel. Le conseil scientifique a été installé par le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Oumou Kalsoum Sall. L'installation de ce comité scientifique marque une étape importante dans l'organisation de la 11e édition du Festival national des arts et cultures. Kaffrine est à l'honneur pour accueillir ce grand rendez-vous. Après 5 ans de pause, le gouvernement a décidé de reprendre le Festival national des arts et cultures dans un contexte de redynamisation du secteur et de repositionnement du patrimoine historique. En amont, il fallait bien entendu mettre sur pied une des structures les plus importantes dans le cadre de la préparation du FESNAC, c'est-à-dire le conseil scientifique, en vue de définir le contenu du programme culturel du FESNAC. Ce festival où sont attendus plusieurs hôtes étrangers est un moment fort d'expression artistique et de brassage culturel. La famille royale d'Oussouye, la reine de Bignona et l'ambassadrice du Tchèboudjen seront les invités d'honneur de ce festival-là. Ils passeront de relais à la communauté Lébou du Cap-Vert pour démarrer après la fin du festival la caravane culturelle Lébou au niveau national. À l'occasion, de nombreux prix sont mis en jeu. Le prix Alioune Badara Beye pour la polyvalence et la persévérance, le prix professeur Abdoulaye Eliman Kane sur la diversité culturelle, le dialogue des cultures, le prix Ousmane Diakhaté sur le théâtre universel, le prix Feu Bassirou Dieng sur le conte oral et écrit. Nous avons également le prix Femmes Art pour récompenser toutes les meilleures productions littéraires et artistiques valorisant la femme, d'autant plus que, il faut le savoir, que le thème de ce festival porte sur femmes, éducation culturelle et développement socio-économique. Le budget de cette édition, prévu du 21 au 28 janvier 2023, a connu une rallonge de 75 millions, ce qui va le porter à 225 millions de francs CFA. Partons maintenant dans le nord, plus précisément à Dabia Odeji. Ce nom vous dit certainement pas grand-chose. C'est un village qui se trouve dans le département de Matam, également bastion de la résistance contre la colonisation. 30 ans avec armes et foi, un de ses héros, sinon le principal, Alpha Bokar Khan, est célébré par une association dénommée Tanirabe Abdul Bokar, une manière de réhabiliter l'histoire de cet homme. Bachirba nous plonge dans le passé glorieux de cette figure emblématique du Fouta. Regardez. Entre 1850 et 1891, un homme a joué un rôle important dans l'histoire du Bosséa, du Fouta et du Sénégal. Abdul Bokar Khan. Aujourd'hui, ses descendants veulent célébrer cette figure de la résistance. Les journées culturelles Abdul Bokar Khan sont faites pour rendre hommage à ces grands représentants qui ont résisté à la pénétration française pendant 30 ans. Pendant longtemps, armé de son courage, entouré de ses alliés et sous-équipé, il a tenu tête aux colonisateurs. Sur les 2 rives du fleuve, on connaît l'histoire de ce personnage qui a vécu avec tous les grands hommes de son époque. Parler de son inestimable contribution à la lutte contre la colonisation. De par sa bravoure, le héros de Dabia a réussi à anéantir la colonisation française dans la sous-région, empêcher la communication entre Bakel et Saint-Louis, mais aussi les colonisateurs de traverser le fleuve du Sénégal, non sans paralyser le commerce des Français au niveau du fleuve. Un homme qui a tout sacrifié pour sa liberté, et pas seulement sa propre liberté, mais aussi dans un élan d'altruisme, celle des nôtres. Un homme qui a levé l'étendard de la résistance et qui a tracé un chemin de fierté sur lequel nous marchons aujourd'hui. Abdul Bokar Ali Doundou Séguélé, comme on l'appelle, est un patrimoine national et même sous-régional.
Depuis quelques années, ses descendants travaillent à vulgariser ces hauts faits d'armes. Après la construction d'un Dara moderne par son petit-fils sur le site où il est né, d'autres actions vont suivre. Il a eu l'intuition de construire un Dara où les enfants seraient enseignés selon les préceptes de l'islam. En construisant cet édifice sur cet espace, il nous a dit que lui, sa mission s'arrêtait là, dans le cadre de la réhabilitation de son grand-père. Pour ces journées culturelles, les descendants des alliés de Abdoul Bokar, ceux de ses compagnons, des dignitaires religieux, des hommes de culture et l'ensemble du Fouta et des environs ont répondu présents. Des différents témoignages jailliront sûrement des enseignements sur ce grand résistant. L'actualité ce mercredi, c'est aussi ce cadavre d'une baleine retrouvée sur la plage de Comberen, longue d'une quinzaine de mètres. Le mammifère marin suscite l'attraction. L'animal se serait échoué cette nuit. Ousmane Garifay s'est rendu sur place. Regardez. Le mammifère dont le cadavre a dérivé sur la plage tôt ce matin se serait échoué dans la nuit, selon les témoins trouvés sur place. On l'a retrouvé ce matin au moment de faire le sport. On a vu que l'animal s'est échoué sur la plage. Mais ce qui est déplorable, on a vu une population déchaînée qui a commencé à dépecer l'animal et chacun commençait à prendre sa part, et ce qui est déplorable. ay 4 heures du matin bi ñëwee di entraîné ci montage la ko seen. ok yéen bi ngeen xam ngeen lan la est-ce que. waaw lii xam nañ ko. lan la bii mooy 3 ans muy génn fii. ah bon génn na Cambérène génn na Yoff génn na fi 2 fois. benn bi dofee la benn bi bii kii la bii kii la nu ñu koy waxati baleine mu ndaw la. Le fait n'est pas inédit. Pour eux, l'animal d'une quinzaine de mètres, somme toute classé dans la catégorie des petites baleines, a déjà été amputé d'une bonne partie du corps par les populations. De la viande serait donc dans les foyers. dañ ko dagg gars yi dañuy dañ koy lekk garaaw lépp lu nekk ci ndox du sobe lekkal jën la. ok jën bi li ñuy lekk yëpp du jën la. yow mos nga ko lekk quoi. bii mooy dégg la woon 3 ans yi ni maa ngi koy lekk. ok ah d'accord. gisoo bi ñu suul léegi. En attendant que les raisons de son échouage et de sa mort soient élucidées par les services compétents, certaines bonnes volontés aux côtés de la police s'emploient à sécuriser ce qui reste du cadavre pour parer à tout risque. Lançons un appel à la population, à la retenue, à une conscience, parce qu'on ne sait pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'animal puisse échouer? Donc, si on voit les populations quand même s'empresser à prendre leur part, donc moi je pense que c'est une question d'inconscience. Sur place, la police, accompagnée du promoteur de lutte Pape Abdou Fall, veille au grain, un exercice de persuasion et de sensibilisation pour dissuader toute forme de consommation de la viande susceptible d'être un risque, une partie de conciliabile, partie pour durer toute la journée. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. L'information revient dans quelques instants avec Adjaratou Ramaboy pour les Khibars. Bel après-midi à tous et à demain.